Salut, c'est Yves. Alors aujourd'hui, je voudrais commencer une série de vidéos qui va concerner la mémoire. Et on va commencer tout de suite aujourd'hui par une petite introduction sur ce que c'est que la mémoire dans nos machines et à quoi elle sert. Alors dans nos machines, on a des barrettes de mémoire qui sont mises en place, dans la plupart des cas. Quelquefois, ces barrettes de mémoire, elles sont directement soudées sur la carte mère, elles peuvent être intégrées à ce qu'on va appeler un SOC, en quelque sorte un processeur qui a tout ce qu'il faut, mais ça va ressembler à ce genre de choses. Ça, c'est une barrette de mémoire qui était dans un ordinateur portable. C'est une petite barrette de mémoire parce qu'elle a quelques années, ça fait 1 gigaoctet. Ou on a sur certains plus gros ordinateurs des barrettes de mémoire qui ont une taille un petit peu plus importante. C'est pareil ici, ça c'est une barrette de mémoire qui était dans un vieil ordinateur. C'est de la mémoire DDR2. S'il y en a qui connaissent, c'est ça. Également, on a 2 gigaoctets ici de mémoire là-dessus. Alors aujourd'hui, des barrettes de mémoire de ce format-là, à peu près de ce format-là, ça peut monter à des capacités qui sont bien plus élevées que ça. Donc cette mémoire, si elle n'est pas présente dans notre ordinateur, le système ne va pas fonctionner. Alors en réalité, notre machine, comment elle va fonctionner? On va avoir le microprocesseur qui va effectuer des opérations, qui va effectuer des calculs. Mais il va effectuer des calculs sur des données. Et justement, ces données, pour qu'il puisse les manipuler, pour qu'il puisse faire des calculs avec, il va aller les chercher dans la mémoire vive. C'est pour ça que quand on va avoir un programme qui fonctionne, le programme, pour pouvoir s'exécuter, il est obligé d'utiliser une partie de la mémoire vive. Il va consommer de la mémoire vive. On va dire qu'un processus va consommer de la mémoire vive. On rentrera un petit peu plus en détail là-dessus dans les prochaines vidéos. Mais cette mémoire, ma mémoire que j'ai ici sur ma machine, elle ne sert pas qu'à faire fonctionner les processus, elle ne sert pas qu'à faire fonctionner les programmes. Elle a également un autre rôle qui est très important, qui va être de faire fonctionner le noyau du système d'exploitation. Et le noyau du système d'exploitation, le kernel Linux dans le cas de Linux, c'est un ensemble de routines, c'est un ensemble d'algorithmes, c'est un ensemble de threads, on pourrait dire que c'est un ensemble de petits programmes qui aura comme rôle, cet ensemble-là, de mettre à disposition tout ce dont a besoin un programme pour un utilisateur, pour que ce dernier-là puisse fonctionner normalement. Donc on va avoir le noyau qui va servir d'une partie de la mémoire, donc je vais avoir une partie des puces qui sont là-dessus, qui vont être consommées par le fonctionnement de mon noyau, et je vais en avoir d'autres qui vont être consommées par les programmes qui sont en cours d'utilisation de la machine. Mais c'est pas tout. La troisième catégorie de choses qui va consommer de la mémoire dans ma machine, ce sont les entrées-sorties. Les entrées-sorties, c'est quoi? Les entrées-sorties, c'est tout simplement les données qu'on va aller lire sur un support, ça peut être sur le réseau, un disque partagé par le réseau, ou sur le disque dur, et qu'on va chercher à manipuler dans un programme. Par exemple, quand je vais éditer un fichier, texte sur mon Linux, je vais lancer un éditeur de texte. Moi, j'utilise VI, vous pouvez utiliser Nano, j'édite l'éditeur de texte que vous voulez, ça ne changera pas grand-chose. Quand on lance un éditeur de texte, on va lancer l'éditeur de texte et on va charger depuis le disque dur, depuis notre support de stockage, on va aller charger le contenu du fichier qu'on veut lire, on va le mettre dans l'éditeur de texte. Donc ce que va faire le programme, c'est qu'il va aller chercher sur le disque dur des données, il va aller les copier dans la mémoire et à partir de là, on pourra les modifier. Donc ça, vous allez me dire, ok, mais ça reste dans le fonctionnement du programme, donc c'est lié au programme. Sauf que quand j'enregistre mon fichier, je vais enregistrer, je vais quitter mon éditeur, ce que va faire le système, c'est que les données qu'il était allé lire sur le disque dur, pour le moment, il va peut-être pas tout de suite les écrire sur le disque dur, il va les garder en mémoire, on va dire que ce sont des dirty buffers, mais si jamais je les écris au bout d'un certain temps, les données que je vais lire, il va également les conserver en mémoire pendant un certain temps. La raison, c'est que quand on va aller lire une donnée quelque part sur nos supports de stockage, que ce soit des supports de stockage direct ou via le réseau, comme je le disais, mais quand on va aller lire des données, ces données-là, il y a une forte probabilité qu'on retourne les consulter quelques minutes après, ou alors qu'on aille les écrire quelques minutes après. Donc, pour des raisons de performance, le système va conserver ces données-là dans la mémoire. Pourquoi? Ok, pour des raisons de performance, mais plus précisément, pourquoi est-ce qu'on va le conserver? Alors pour expliquer ça, je vais prendre un exemple. L'exemple vient d'un article qui a été écrit par David Jeppesen. Je mettrai le lien dans la description. Et cet article s'appelle « Computer Latency at a Human Scale », ce qui veut dire la latence d'un ordinateur à l'échelle humaine. Dans cet exemple, il a pris un microprocesseur, un Xeon E5, qui tournait à 2,4 GHz. Donc ça veut dire qu'on a 2,4 milliards d'opérations, milliards de cycles CPU qui ont lieu par seconde. Alors nous, on va appuyer très fort sur le frein, on va ralentir le fonctionnement de ce microprocesseur-là, et on va le ralentir suffisamment pour voir s'exécuter ces 2,4 milliards de cycles par seconde, on va les faire s'exécuter à
1 cycle par seconde. Et on va faire fonctionner tout notre système d'exploitation autour, on va faire fonctionner toute notre machine autour à ce même rythme. Donc je ramène un cycle processeur qui est de 0,4 nanosecondes quand il tourne à 2,4 GHz, et bien je vais ramener ça à 1 seconde. Chaque cycle CPU, chaque cycle processeur dure 1 seconde. Et dans ce cas-là, quand un cycle processeur dure 1 seconde, quand je vais aller chercher une donnée dans la mémoire vive, et bien mon processeur va demander à aller chercher une donnée dans une adresse mémoire vive et il va devoir attendre parce que la mémoire vive va moins vite que le processeur. Et si mon processeur, un cycle de processeur c'est 1 seconde, il va devoir attendre 4 minutes pour avoir l'information dont il avait besoin. Ça veut dire que chaque fois qu'on va chercher des données dans la mémoire vive, le processeur doit attendre ces données-là parce que la mémoire vive n'est pas assez rapide. Alors on a mis des caches, un cache de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, entre-temps qui sont beaucoup plus rapides, parce que le cache de niveau 1, ça correspondra à 2 secondes, de niveau 2 à 7 secondes, et de niveau 3 à 1 minute. Mais dans le principe, une donnée qui est en mémoire vive, elle met 4 minutes à arriver dans le processeur si mon processeur il a un cycle par seconde. Et pendant ce temps, qu'est-ce que va faire mon processeur? Eh bien, il peut faire plusieurs choses. Par exemple, ce qu'il peut choisir de faire, c'est qu'il va réaliser des opérations pour un autre programme. Par exemple, il peut aller demander d'aller rechercher des données dans la mémoire pour un autre programme. Ou alors, il les avait peut-être demandées avant, il les a récupérées, et donc pendant qu'il attend ces données, pendant qu'il attend les 4 minutes que les données viennent du premier programme, il va exécuter les données d'un autre programme qu'il avait demandé avant. Il va se comporter un petit peu comme si c'était un deuxième processeur. En jouant sur ces temps d'attente, on va avoir un processeur qui va être capable de jouer le rôle d'un deuxième processeur logique, d'un processeur virtuel. C'est ce qu'on appelle l'hyperthreading. Donc sur la plateforme Intel AMD, on a très souvent, quand on a l'hyperthreading activé, pour chaque processeur physique, pour chaque cœur physique, on a un cœur virtuel, c'est-à-dire qu'il est capable de gérer 2 flux d'instructions. Il y a d'autres architectures dans lesquelles on va aller beaucoup plus loin. Sur des architectures comme libMpower, on peut rencontrer parfois jusqu'à 8 processeurs virtuels pour un processeur physique, c'est-à-dire qu'il va être capable de gérer 8 flux d'instructions qui arrivent en même temps sur la machine. Ce qui est assez important. Tout ça, ça ne me dit pas pourquoi ma mémoire, elle va être utilisée pour conserver les données des disques durs. Et bien, si je reprends ma petite étude et puis que je prends un disque dur de type SSD en NVMe, qui sont les disques durs parmi les plus rapides qu'on a aujourd'hui, ça correspond, quand on demande une donnée à aller chercher sur le disque dur et à revenir, donc le processeur va demander la donnée, il va attendre l'équivalent de 17 heures le temps que la donnée arrive. Donc quand on a une donnée qui est en mémoire, il faut 4 minutes pour aller la chercher. Quand elle est sur un disque dur très rapide, on va attendre l'équivalent de 17 heures. Donc là, on se rend bien compte de l'intérêt qu'on va avoir, que quand on va lire une donnée, on la garde dans la mémoire. On aura beaucoup moins d'attente à faire dès qu'on veut traiter cette donnée, si on veut recalculer cette donnée. Alors pour la petite histoire, si on prend un disque dur SSD SATA classique, ça correspond à un temps d'attente entre 1 jour et demi et 4 jours. Et si on a un disque dur mécanique, les disques durs mécaniques sont extrêmement lents par rapport au processeur ou par rapport à la mémoire, ça correspond, en fonction de la vitesse des disques durs, à attendre plusieurs mois. Dans l'exemple qui est donné, entre 1 et 9 mois. C'est-à-dire que si mon processeur il fait un cycle par seconde, quand il a besoin d'aller chercher une information sur le disque dur, il peut se passer l'équivalent de 9 mois jusqu'à ce qu'il ait cette information. Et donc là, on le voit, l'importance de la mémoire pour pouvoir traiter des données en entrée-sortie, pour pouvoir traiter des données qu'on va lire ou écrire sur le disque dur, ça va avoir un impact absolument gigantesque sur la performance de traitement de notre machine. Et c'est pour ça que la mémoire, elle est énormément utilisée sous la forme de buffer d'entrée-sortie. Et c'est pas quelque chose d'accessoire, c'est pas quelque chose où on va se dire ouais mais c'est parce qu'il me reste de la mémoire de disponible donc j'en profite pour faire ça. Non, non, ça a un impact tout aussi important que de conserver des programmes en mémoire, puisque si jamais on n'a pas ces buffers d'entrée-sortie, l'ensemble de traitement de la machine va être divisé par des facteurs, par plusieurs ordres de grandeur, et donc du coup on va avoir une machine qui va travailler beaucoup moins vite. Donc voilà pour ce tout premier épisode concernant la mémoire. Dans cet épisode, donc, je voulais vous parler un petit peu du rôle de la mémoire, ce que c'est que la mémoire, le rôle de la mémoire et l'importance qu'on a au niveau de la mémoire d'utiliser des buffers d'entrée-sortie. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de la mémoire utilisée dans les processus. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao les geeks!